Les voiries publiques de la capitale gabonaise subissent présentement une cure de jouvence. Dans certains quartiers, le changement démontre les efforts consentis par les pouvoirs publics, tandis qu'ailleurs, beaucoup reste à faire. TICAD 2019 au Japon, le développement multiforme et multisectoriel du continent africain a retenu l'attention des différents investisseurs. Le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bidé-Binzé prenait une part active à ces assises. Bientôt, un nouveau siège social pour l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Le sujet a été évoqué lors de l'Assemblée générale de la dite organisation. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur Gabon Première. Prenons la direction de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué pour l'entame du journal. L'épidémie qui a pollué certains lacs et décimé de nombreuses carpes n'est plus qu'un lointain souvenir. Les activités gravitant autour de la consommation de cette espèce halieutique ont repris depuis quelques semaines. Lariska Mamengi et Bertin Osaga. Malgré la mise en garde du gouvernement sur la consommation de la carpe à Lambaréné, la vie semble avoir repris son cours. La pêche, la vente et même la consommation de cette espèce de poisson a repris. Pour les pêcheurs, au-delà du fait que leur économie était au sol, ils constatent que la consommation de la carpe ne leur cause aucun souci de santé. Depuis que le gouvernement a dit qu'on mange plus de poisson, du coup, nous ici, en tant que revendeurs, commerçants, on a pris un secours. Bon, on se donne en ce moment les moyens de bord. En ce moment, on n'arrive pas à joindre debout. On a du mal à s'en sortir. Donc pour nous, c'est un peu difficile. Même l'entrée scolaire, on ne sait pas comment on va faire. Je ne dis pas que le gouvernement a tort. Le gouvernement est là pour protéger la population. Mais nous aussi, en tant que riverains et habitants des Lambaréné, cette carpe-là, nous la consommons. Il n'y a pas d'impact plus à ce jour. Allez dans les hôpitaux du Moyen-Ogooué, il n'y a aucune personne qui a été infectée. Cette eau-là, on la consomme. Bon, il n'y a que la carpe qui meurt. Pourquoi il n'y a que la carpe? Dans les eaux du Moyen-Ogooué, est-ce qu'il n'y a que la carpe qui vit dans les eaux du Moyen-Ogooué? Autrement, tous les autres personnes doivent mourir. Pourquoi il n'y a que la carpe? Mais toute la carpe ne meurt pas. Est-ce que la carpe n'a pas un problème? Du moins, tous les jours, nous la consommons. Il n'y a pas de souci. Moi, je mange la carpe tous les jours. Mais notre population, que non, la carpe, on peut la manger rien qu'au bouillon. On ne peut pas la consommer à la braise, on ne peut pas la consommer à l'odica. Mais ça a quel sens? Le bouillon, ce n'est pas une recette. L'odica, c'est une autre recette. Moi, je ne crois pas. La fumée, on ne peut pas la consommer. Pourquoi? Il y a des parties pris dans cette recette. Même dans les restaurants, la carpe est toujours au menu. Je ne la prépare toujours et les gens mangent et ça termine. En attendant la suite des événements concernant cette affaire, la principale star migovéenne continue à être dégustée dans tous les mets à Lambaréné et ses environs. À Libreville, la réhabilitation des voiries publiques dans certains quartiers bat son plein. À Lalala, à droite, les populations connaissent les joies d'une route carrossable et praticable en toute saison. Ce n'est pas le cas dans le quartier Bangos. Le contraste dans cet élément de messagérien Ngo Obam et Marlise Mangue. Dégradée depuis longtemps, la voie d'accès du quartier Lalala à droite dans le 5e arrondissement de Libreville renoue avec des engins dans l'optique de sa réhabilitation à la grande satisfaction des usagers. Ça me fait énormément plaisir et toute la population de Lalala, on remercie les autorités de ce pays pour avoir pensé à nous parce que ça fait très longtemps que cette voie a été réhabilitée. Ça ne doit pas seulement se limiter ici, parce que presque tout Libreville est dans la même situation. S'il peut continuer à le faire partout, ça fera plaisir aux citoyens que nous sommes. Ce qui n'est pas le cas de l'axe Château-Bangos, où le mauvais état de la route met en difficulté le déplacement permanent des populations. C'est un peu embêtant parce que la plupart des taxis qui passent par cette voie-là. Donc lorsqu'on veut soit peut-être rentrer chez nous, bien prendre la raccourci pour aller au lycée, c'est compliqué. Si c'est par ici qu'on peut prendre le taxi. J'ai vraiment peur parce que lorsque les saisons de pluie vont arriver, problème des taxis, vu que maintenant même c'est difficile, parce que quand puisque c'est la route va directement donc les taxis de Mongolais s'arrêtent directement, ils ne peuvent plus passer par ici. Donc nous qui sommes ici, c'est compliqué. Deux visages que présente l'arrondissement qui démontrent la densité de la tâche des pouvoirs publics en matière d'amélioration des routes de par le pays.
Dans le 6e arrondissement, certains axes subissent également une cure de jouvence. Le constat de Georges Kombila. Un vaste programme initié par le gouvernement de la République via le ministère du TP qui concourt à la réhabilitation et l'entretien du réseau routier. Ici au quartier de Dragage, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, les populations expriment leur satisfaction pour le travail effectué par l'entreprise adjudicataire. Ça nous fait beaucoup plaisir. Ça fait depuis 18 ans que je vends ici, dans la boue. Mais quand on a d'abord vu les débuts, là, on n'avait pas confiance. Mais aujourd'hui, là, on a beaucoup la joie dans nos cœurs. Nous sommes tellement satisfaits parce que en route, la route, c'est ce qui fait le pays. S'il n'y a pas de route dans un pays, ce n'est pas un pays. Oh. Il en est de même pour le tronçon PK8 Bisségué, qui est également en chantier. Afin de pallier ces difficultés, le gouvernement a pris des mesures visant l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Les efforts initiés dans cette analyse de Patricia Lidimoulé. La route avance. Libreville et l'ensemble du territoire national en chantier. Les projets en cours et réalisés dans le secteur des infrastructures sont palpables depuis 2009 au Gabon. 730 km de nouvelles routes bitumées et construites, la réhabilitation des routes, des voiries et d'ouvrages d'art ne sont pas en reste dans divers chantiers, parmi lesquels Nzayon, Dragage, la route nationale 1, Mindoubé, Carrefour Comté, circuit Cocotier, rond-point de Kembo, Aton-Abay, Carrefour Okala, pour ne citer que ces exemples. Des actions concrètes qui dénotent de la volonté, mais également des efforts déployés par le gouvernement de la République qui met ainsi en musique la stratégie de développement du Gabon, ceci pour un enjeu social et politique. Une vision impulsée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui œuvre pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie de tous les Gabonais. Les projets en cours et réalisés dans le secteur des infrastructures routières constituent ainsi un réel progrès dans ce secteur. La tâche est certes rude, mais malgré le contexte économique difficile, l'espoir est permis de voir la concrétisation et l'aboutissement de tous ces travaux. Cap sur le continent asiatique, précisément au Japon, pour parler de la clôture de la 7e conférence internationale de Tokyo. Les enjeux économiques et les partenariats pour le développement de l'Afrique étaient en ligne de mire. Le Gabon était représenté par le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibinze, messagérien Ngo Obam et Sandy Adzabe. C'est quasiment un plaidoyer en faveur de l'adaptation au changement climatique sur le continent africain qu'a fait le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilibinze, rappelant ainsi l'ambition du gouvernement gabonais. Notre vision à la tête du chaos pendant ces 2 dernières années a porté sur 3 axes. Le premier est la consolidation des acquis et le renforcement des initiatives continentales sur le climat. Le deuxième porte sur la mise en place d'une stratégie de financement et de mobilisation des ressources nécessaires à la matérialisation des initiatives africaines. Enfin, le troisième axe concerne le maintien de la cohérence institutionnelle et politique. Alain-Claude Bilibinze n'a pas manqué de relever la stratégie de résilience mise en œuvre au plan local. Cet engagement a permis de contribuer à diversifier notre économie, à augmenter la part du secteur forêt-bois dans le PIB et à créer des milliers d'emplois directs et indirects. Notre pays s'est également engagé à développer une économie sobre en carbone. Le patron de la diplomatie gabonaise a réitéré la ferme volonté du Gabon de rentrer dans la mise en œuvre effective de la COP21 afin de renforcer l'adaptation des populations gabonaises au changement climatique et réduire les risques liés aux catastrophes naturelles. Retour au Gabon, précisément à Port-Gentil, où Jean-Fidèle Otando est revenu sur le discours à la nation du chef de l'État. Le ministre, par ailleurs député, a échangé avec les Port-Gentillais sur le fond et la forme de cette allocution. Compte rendu, Guifré Ndong Obian et Lucien Baromanké. Dans une démarche citoyenne et républicaine, Jean-Fidèle Otando a réuni toutes les couches de sa circonscription politique pour revivre ensemble les temps forts du discours à la nation du président de la République du 16 août dernier, la veille de la fête de l'indépendance.
Jamais dans son histoire, notre pays ne s'est autant transformé grâce à des réformes courageuses, celles de l'État et des finances publiques en particulier. Elles ont été menées avec détermination et commencent à porter leurs fruits. Un message à forte tonalité expliqué pour une meilleure appropriation. Le chef de l'État a aussi mis l'accent sur la décentralisation. Il faut le reconnaître qu'effectivement, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Parce qu'aujourd'hui, tout reste encore centralisé au niveau de l'État central. Voilà pourquoi le chef de l'État avait lancé le fonds d'initiative départementale. Ce fonds, qui est une enveloppe de 1 milliard par département, a été pensé par le chef de l'État pour permettre à chaque département de se développer. Une adresse à la nation passionnément abordée avec des échanges et des vives réactions. De ce que nous avons retenu du message du chef de l'État, c'est de pouvoir faire en sorte que notre pays puisse se développer, de revoir la masse salariale des retraités et leurs revenus. Ce serait bien judicieux et cela aiderait beaucoup de personnes à pouvoir se prendre en charge et à avoir moins de difficultés à pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Le message du chef de l'État relayé et expliqué dans une atmosphère empreinte d'union, de concorde et de fraternité pour des concitoyens qui aspirent à l'unité nationale. Restons dans la capitale économique où les préparatifs de l'année académique 2019-2020 ont été largement débattus par Jean-Fidèle Otando et les responsables d'établissements du 2e arrondissement. Retrouvons Guifré Ndong Obian. À l'approche de la rentrée scolaire, Jean-Fidèle Otando s'est entretenu avec les responsables d'établissements scolaires publics, parents d'élèves et élèves du 2e arrondissement de Port-Gentil pour discuter ensemble de la nouvelle année académique qui pointe à l'horizon. Lors de la campagne, comptant pour les élections législatives, nous, représentants du Parti démocratique gabonais dans le Gouvernement-Maritime, nous avons pris un certain nombre d'engagements. Aujourd'hui, le geste que nous venons d'accomplir n'est rien d'autre que la réponse apportée à une sollicitation qui a été exprimée par les populations du 2e arrondissement. C'est une promesse électorale et j'ai tenu, avec l'ensemble des élus, j'ai tenu à ce que cette promesse soit respectée. Pour soulager les parents d'élèves et les apprenants, un bus a été offert pour les élèves de cette école publique au compte arrondissement. Je suis vraiment contente et fière de notre honorable du 2e arrondissement qui vient encore de nous faire du bien. Parce qu'il a pensé à nos enfants, il a pensé à nous les parents qui n'avons rien pour le moment parce que la crise frappe Port-Gentil. Au moins les 200-300 du taxi de tous les jours. Au moins on va gérer ça pour acheter le pain. Pendant la période estivale, Jean-Fidèle Otando avait déjà initié des cours de vacances qui ont permis aux élèves de se mettre à niveau avant la grande ouverture des salles de classe. Revenons à la capitale avec les activités du Rotary Club Libreville-Como. Cette structure procède actuellement à la collecte des dons afin d'assister les parents démunis dans la préparation du trousseau scolaire de leur progéniture. Lardi Ngemamba et Prestine Ngouaïman, le point. Un sourire aux enfants en situation de vulnérabilité en cette année scolaire 2019-2020. Le Rotary Club Libreville-Como a lancé ce matin, et cela pendant un mois, une opération de récolte de dons en faveur des enfants démunis. Nous nous mobilisons pour pouvoir apporter notre contribution et faire en sorte que nous puissions alléger au maximum tout ce qui est déjà fait, soit par les pouvoirs publics, soit par les parents d'élèves. Un enfant qui ne va pas à l'école est un enfant à charge pour le pays et c'est le pays qui perd. Et nous pensons que plus nous apportons notre concours à faire en sorte que ces enfants puissent apprendre, plus nous participons à notre manière à développer un tant soit peu notre pays. Ils étaient un peu partout dans les grandes surfaces commerciales des communes de Libreville, Ovendo et Akanda, avec pour principal objectif
de contribuer à leur manière à l'instruction des enfants. Nous comptons sur l'ensemble de tous ceux qui viennent faire des fournitures scolaires pour pouvoir nous apporter davantage, qui un petit cahier, qui un petit bic, une règle ou un petit billet de 500 francs. Tout ça concourt à faire en sorte que nous puissions accompagner dignement les enfants qui vraiment risquent de ne pas apprendre parce que n'ayant personne pour les soutenir. Une action saluée par les donateurs. C'est une bonne action. Surtout pour les orphelins. On ne peut que les encourager à aller de l'avant. Voilà. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est quelqu'un qui a le cœur et croit à Dieu. Un enfant bien éduqué est un gain pour le pays. En ce mois de l'alphabétisation pour le Rotary, c'est près de 400 enfants visés par l'opération. La suite de votre journal avec ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que, conformément à l'article 41 de la Constitution, la deuxième session ordinaire de la 13e législature s'ouvrira le lundi 2 septembre 2019 à 10 h à l'immeuble abritant provisoirement les services de l'Assemblée nationale 6 à la vallée Sainte-Marie, en face de Mbolo. Dress code, tenue sombre et les écharpes. Célébration à Lambaréné des 10 ans d'exploitation du champ Onal par la compagnie Morel et Prom. Plusieurs activités ont émaillé les festivités. Voyons cela avec Lariska, Laure Mamengi et Bertin Osaga. Commémoration essentiellement axée sur des actions sociales au bénéfice des populations de Lambaréné. Voilà sur quoi la société pétrolière Morel et Prom a débuté les festivités marquant les 10 ans d'exploitation du champ Onal dans la ville de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogoué. L'engagement de Morel et Prom envers les communautés locales est au cœur de la pratique et de la culture de notre société. Nous sommes très sensibles aux questions sociétales et c'est à ce titre que nous soutenons les communautés riveraines de nos zones d'opération. Nos projets sont inscrits dans un cadre réglementaire agréé avec l'administration de tutelle et après des consultations mêlées auprès des communautés et des autorités locales. Pour comprendre quelles sont les préoccupations réelles des communautés et trouver ensemble les moyens pour pallier à ces préoccupations. Une ambulance, des couveuses, un important lot de médicaments, mais surtout une navette médicalisée. Autant de présents qui n'ont pas laissé insensible la direction régionale de la santé et celle de l'hôpital régional de Lambaréné. Ces dons devraient être une nouvelle source de motivation, en même temps qu'ils contribueront à améliorer et garantir la qualité de l'offre de soins et d'évacuation de nos patients. La commémoration des 10 ans de Morel et Prom sur le champ Onal se tiendra sur une période de 3 mois. Elle sera ponctuée par diverses actions sociales sur Lambaréné et Port-Gentil. La page religion nous amène à évoquer les préparatifs du séminaire religieux de l'Église Mission Glorieuse Internationale. Les responsables de cette paroisse s'activent pour la réussite de ces assises. Des invités de marque sont arrivés au Gabon. Le reportage porte la signature de Georges Kombila. En provenance du Ghana, il vient de fouler le sol gabonais pour la deuxième fois. Le prophète Franck Hazard Nyamake est l'hôte de l'église Mission Glorieuse Internationale qui organisera un séminaire axé sur les avantages de l'Arche de l'Alliance. L'importance d'un prophète dans une assemblée sera le principal thème qu'il abordera. Nous ne vivons pas encore notre véritable vie selon notre destinée en Christ. Après tout cela, je vais expliquer aux fidèles le bien fondé du rôle d'un prophète dans la vie de l'Église. À pied d'œuvre, les responsables de l'Église entendent mettre les bouchées doubles pour la réussite de cet événement. J'ai été invité ici à Libreville pour ce séminaire afin d'enseigner davantage sur le travail qui va être fait lors de cet événement. Pendant une semaine, les fidèles de cette Église recevront également des bénédictions et des guérisons. La célébration, la journée de la croix, autant pour moi, vient d'être célébrée par la communauté catholique de la paroisse de Saint-Pierre, un chemin de croix placé sur le thème de la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Parmi les convives, Messagérien, Ngo Obam et Francis Ngomo.
Crucifié sur la croix, le sang versé du Christ Seigneur Jésus constitue une lanterne importante pour les chrétiens catholiques du monde entier, à l'instar de ceux de la paroisse Saint-Pierre de l'archidiocèse de Libreville, notamment la communauté Fraternité Saint-Michel, qui en commémore à travers l'organisation du présent Chemin de Croix de guérison. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, que nous sommes guéris dans la meurtrissure de Jésus. Eh bien, le Jésus qui a guéri il y a 2000 ans en arrière, c'est le même Jésus qui continue de nous faire grâce de bénédiction à travers la guérison de plusieurs maladies, comme vous avez pu le constater vous-même. Une rencontre révélatrice qui met en évidence la puissance du Christ pour soulager les affligés. J'ai fait un accident cardio-respiratoire, ça veut dire la mort. Donc, bien constaté, des suites d'un traitement à la morphine. Alors, sortir d'une telle situation de 2 minutes 30 secondes et revenir et parler comme je vous parle, c'est un miracle. Je suis donc de ce qu'on appelle les expérienceurs, c'est-à-dire les gens qui sont partis de l'autre côté de la vie et qui ont expérimenté quelque chose et qui sont revenus. Le sang rédempteur de Jésus, plus qu'un remède, une source de libération pour l'humanité. Le rendez-vous est donc pris pour le premier vendredi du mois prochain. L'actualité hors de nos frontières, c'est le risque imminent d'inondation au Niger. Pour pallier la difficulté, les autorités ont invité les populations de Niamey à se préparer en conséquence. Patricia, Lydie, Mouélé, le récit. C'est au regard des pluies qui s'abattent sur l'ouest du Niger et d'importantes quantités d'eau drainée par les affluents du fleuve que les autorités, notamment le gouverneur de Niamey, a sensibilisé les nombreuses familles des quartiers riverains du fleuve de prendre des précautions. Selon le gouverneur, la côte s'élève déjà à 603 cm d'eau du fleuve, donc au-delà de l'alerte orange qui est de 580 cm, ce qui laisse présager des risques imminents de crues et d'inondations. Il a prévenu qu'en cas d'inondation, tout est mis en œuvre pour accueillir les familles. Toutefois, ces dernières doivent faire des réserves d'eau potable et de nourriture. Lorsque les précipitations sont importantes, d'énormes dégâts sont souvent enregistrés. Une situation souvent difficile pour la quasi-totalité du 1,5 million d'habitants de Niamey qui vivent sur les rives du fleuve et certains ont même construit leur maison dans son nid. Pour les experts, cette crue est également favorisée par les fortes pluies qui s'abattent sur le Mali voisin et par l'ouverture des vannes des barrages érigés sur le fleuve, le 3e plus grand d'Afrique. Omar El-Béchir, ancien président du Soudan, vient d'être condamné par la justice de Khartoum. Parmi les griefs, le détournement des deniers publics. Retrouvons le timbre vocal de Patricia Lydie Mouélé. Omar El-Béchir encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et jusqu'à 3 ans pour les transactions illégales. Les autorités ont saisi près de 6 900 000 euros, 351 770 $ et 5 700 livres à son domicile. Le procès du président déchu s'est ouvert le 19 août dernier, soit 2 jours après la signature d'un accord entre les militaires au pouvoir depuis sa chute et les meneurs de la contestation sur une période de transition. Omar El-Béchir avait alors été informé par le parquet qu'il faisait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de trafic d'influence. Durant la première audience, un enquêteur avait affirmé que l'ex-président avait avoué avoir reçu d'importantes sommes d'argent saoudien en espèces à hauteur de 90 millions de dollars, soit 80 millions d'euros. La confirmation a été faite par l'ancien président lui-même qui, selon les explications données, a avoué que les fonds lui étaient parvenus par un jet privé du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salam qui avait souhaité garder l'anonymat. Malheureusement, a-t-il ajouté, ces fonds avaient été déposés à la Banque du Soudan et au ministère des Finances. La prochaine audience a été fixée au 7 septembre. Du sport pour la fin, avec l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, une rencontre qui a permis de statuer sur le siège social de l'UNIFAC. Les précisions avec Dave Moubele et Vincent Ngabina.
Réunis à Libreville, les présidents des fédérations de football et leurs délégués d'Afrique centrale, tous membres de l'UNIFAC, ont planché en assemblée générale sous les 3 points essentiels qui minent le fonctionnement de leur entité commune. D'abord, le point sur l'harmonisation des statuts et règlements. Les délégués ont à l'unanimité revu les points d'achoppement. Concernant l'élection du président de l'UNIFAC, les délégués par acclamation ont porté leur choix sur l'équato-guinéen Gustave Ondong qui va, durant 4 ans, présider aux destinées de l'instance. Nous avons eu, au niveau de notre union, 6 mois pour apprécier le rendement, les travaux effectués, la conduite de notre union par M. Gustavo, et je pense que ce sont ces raisons qui ont fait en sorte qu'il soit élu. Saluons l'aboutissement heureux de ce processus. Le premier vice-président de la Confédération africaine de football, Constant Marie, a fait l'annonce des grandes décisions de l'instance qu'il représente. La détermination du président de la CAF, au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir influer, impacter sur le développement du football des jeunes. Pour être qualifié, il faut que les phases préliminaires soient organisées, donc les phases qualificatives soient organisées au niveau des zones. Élu par ses pairs, le président Gustavo a décliné les chantiers prioritaires de son action. On va commencer au mois de septembre à Malabo avec les compétitions de filles. Après, on aura le temps pour aller à Centrafrique avec le U17 et après au Cameroun avec le U20. Donc les compétitions sont très importantes. L'organisation de la CAF et de la FIFA aujourd'hui, c'est zonal. Donc notre zone doit être au niveau des autres zones. À cette nouvelle dynamique enclenchée, le Gabon obtient le droit d'abriter le siège de l'UNIFAC, partant les avantages qui en découlent. Point final à cette édition d'information. Merci de votre attention. Merci surtout à l'équipe technique. Prochain rendez-vous de l'actualité demain 13h, Linda Nyumba Mungengi, 20h, Isabelle Guignan.